prévenir, j'ai été prévenu par l'armée, je dois partir immédiatement. Il était 7 heures du matin. Il faut savoir que les événements ont commencé vers 6h30. Donc à 7 heures du matin, il s'est préparé, je l'ai accompagné à la voiture. Et compte tenu du fait que s'il est appelé à une heure pareille un samedi matin, il devait se passer certainement quelque chose de grave. Donc j'ai décidé de prendre mon téléphone avec moi dans la poche, malgré le fait que ce soit Shabbat, malgré le fait que ce soit Simchat Torah ce jour-là. Et, et je suis allé à la synagogue. Beaucoup de gens ne savaient encore rien. Très peu se rendaient compte de ce qui se passait. Et jusqu'à ce qu'il y ait eu une première alerte. Le rabbin est venu du côté où je me trouvais et a demandé si quelqu'un avait le téléphone. J'ai dit oui, j'ai le téléphone parce que mon fils est déjà parti tout à l'heure. Et il s'agissait de voir quelles étaient les restrictions de Pikoud HaOref, de l'arrière du pays, pour savoir si on pouvait se réunir à tant et tant de personnes, plus ou moins de personnes. Et au départ, il n'y avait encore rien de changé. Et au fur et à mesure de nouvelles alertes, nous avons eu 2 ou 3 alertes ce matin-là à la synagogue. On s'est évacué dans un abri à proximité. Finalement, on a dû renoncer à l'office et arrêter l'office. Et tout le monde est retourné chez lui. Par la suite, mon fils m'a envoyé un WhatsApp en me disant « Papa, c'est plus grave que tout ce que tu peux imaginer. » Alors, quand il m'écrit ça, il n'écrivait certainement pas à la légère. Et je crois que là, je vais laisser la parole à Martin qui l'a vécu d'un peu plus près que nous et qui va un peu nous décrire ce samedi matin. Je m'appelle Martin Sessler, je suis de Zurich en Suisse. Je suis depuis 1970, ou comme on dit 70, je suis en Israël, au kibbutz Magen. Je suis arrivé à ce qu'on appelle le septembre noir. Où est le kibbutz Magen? Le kibbutz Magen se trouve en face de la bande de Gaza, à 4 km de la frontière. Du côté sud de la bande de Gaza. Au nord, c'est la région d'Ashkelon. Et après les kibbutzim à Moshavim, il y a Sderot, il y a Netivot, et après il y a tous les kibbutzim qui ont été touchés par l'attaque du Hamas. Moi, j'habite du côté sud, pas loin du triangle de la frontière égyptienne, palestinienne, ça veut dire la bande de Gaza, et israélienne. Je suis là depuis 1970. J'étais agriculteur au kibbutz avec les vaches et les moutons. Après 10 ans, j'ai commencé mes études. Et depuis là, je fais mes études jusqu'au doctorat en pensée juive. J'étais prof au lycée, je suis retraité maintenant, j'étais prof au lycée régional de toute notre région, Moshavim, Kibbutzim, tous les villages, 1200 lycéens de 7e jusqu'à 12e terminale. Il y a encore des écoles primaires dans notre région. J'étais directeur, je connais tous les enfants qui ont été touchés de toute notre région, les profs, les enseignants, je connais les parents des enfants. C'est incroyable, je vois les enterrements, le kibbutz voisin avec 109 morts et encore des dizaines en captivité dans la bande de Gaza. C'est incroyable. Ça a commencé à 6h30, on était à la maison, on avait la belle-mère de notre fille habite au kibbutz, un fils habite à 10 km au nord de chez nous, aussi proche de la frontière de la bande de Gaza, une autre fille qui est assez loin de la bande de Gaza, à une distance de 10 km de la bande de Gaza à l'intérieur du pays, à la frontière égyptienne, et on s'est mis à notre abri, chaque maison dans notre région jusqu'à 7 km de la bande de Gaza a un abri contre les roquettes. On s'est mis à l'abri et on a écouté les informations WhatsApp de notre équipe de sécurité. Chaque village, moshav ou kibbutz a une équipe de sécurité de 15 personnes. En général, c'était des gens qui étaient dans des commandos à l'armée, c'est des officiers qui sont déjà après le service militaire, le service de répétition jusqu'à l'âge de 50 ans. Le chef de ce groupe a 72 ans, il a été grièvement blessé. Notre équipe était prête, ils ont vu d'une petite colline qu'il y a dans notre kibbutz. De cette colline, on a vu sur toute la région sud de la bande de Gaza, Khan Younis, Rafia, Venezuela, tous les villages de la bande de Gaza, on connaît bien.
il y a un des jeunes qui était gardien sur la colline, il a vu les motos avec une quarantaine de combattants du Hamas, il a vu les motos qui arrivent, et avec des grandes voitures, Chevrolet, voitures qu'on utilise en général pour l'agriculture, ils sont arrivés, il a tout de suite averti toute l'équipe de sécurité, c'était tous armés avec des mitraillettes, et ils ont, à l'entrée du kibbutz, ils ont attendu ces quarantaines du Hamas, ils sont arrivés à les abattre. La grande partie de ces combattants Hamas ont été abattus, d'autres se sont sauvés, et depuis là, on n'a plus eu d'attaque sur notre kibbutz. Ça veut dire, notre kibbutz a été sauvé, on était dans la chambre de sécurité. À cause de notre équipe, il y avait un grièvement blessé, c'était le chef de cette équipe de sécurité, Baruch. Il y a des émissions sur Baruch à la télévision. Il était grièvement blessé, on a dû amputer une jambe. Il y a un deuxième qui a été blessé à l'épaule. Un troisième est mort à vie avec 3 enfants et sa veuve. Et on doit notre vie, mais vraiment directement, vous dites, on dirait au bon Dieu, à notre équipe de sécurité. Qui était présente à être en face de cette attaque du Hamas. Ce que nous a permis de voir ce qui arrive, c'est notre petite colline. Il y a toujours quelqu'un sur cette colline. C'est la colline qui est vraiment la vue sur tout un point de reconnaissance sur toute la région. Et là, on a pu avertir, attendre toute l'équipe, et ça nous a sauvés. On a passé toute la journée dans notre chambre de sécurité. À 2h30, vers 3h, l'armée est arrivée. Là, on s'est posé beaucoup de questions parce que depuis 9h, on a pensé l'armée va arriver, l'armée va arriver. On savait que dans d'autres kibbutzim, par les liens à Vatsetkona, qu'il y a le massacre. Il y a des kibbutzim. Be'eri est un très grand kibbutz, 3 fois plus grand que le nôtre. Un kibbutz très, très sérieux, bien organisé, avec l'agriculture très forte, aussi une usine d'impression. Et ce kibbutz Be'eri a été grièvement blessé avec 109 morts, beaucoup de blessés, quelques dizaines dans la bande de Gaza, enfants, bébés. Il y a 2 jours, il y a eu les enterrements provisoires au kibbutz Revivim, qui est plus à 40 km de notre frontière de la bande de Gaza, et c'est tout simplement déprimant. Alors moi, d'un côté, je suis mécontent d'être réfugié dans notre pays. On est à la mer Morte dans un hôtel comme des touristes. On s'occupe vraiment excellent. Il y a toute équipe de travail social chez nous, des équipes, des rabbins qui ont passé, le rabbin Benny Blau qui a passé, des officiers qui passent chez nous. Il y a tout. On est complètement couvert, mais je dirais même, le phénomène que je toujours je me suis demandé comment ça arrive que des gens qui ont survécu la Shoah, ils se font des reproches. Et j'ai eu beaucoup de discussions avec mon père là-dessus, parce que mon père aussi est ressortissant de la Shoah, survivant de la Shoah. Pas dur, mais il a pu se sauver en Suisse, mais quand même, il n'a jamais, jamais arrivé à s'intégrer en Suisse venant de Vienne. Et un type brisé, psychologiquement brisé, mais mais je me fais des reproches de vivre encore. Et là, ça m'est arrivé la première fois des idées de l'Holocauste, on se fait des reproches à vivre quand on voit dans quelles conditions sont nos voisins. Le pire, c'est le kibbutz Be'eri, je m'imagine qu'il y a des émissions là-dessus. Le deuxième, c'est Niros, ou le fils de Michel, que son fils est à l'armée à Niros. Niros, il y a vraiment je connais tous les 400 personnes du kibbutz Niros et maintenant ils sont 200 personnes. Mais je connais les gens cette femme qui a été libérée hier, les 2 femmes qui ont été libérées, qui ont voyagé avec moi en Suisse et en Alsace. Je connais leurs enfants. C'est des enfants que j'ai enseignés il y a 20 ans, il y a 30 ans. Pendant 30 ans, j'étais à cette école et pendant 20 ans directeur de ce lycée. Et je connais tout le monde. Et le fait de connaître tout le monde et encore
je dis à ma femme, voilà, elle aussi, c'est une élève. Lui aussi, c'est un élève. Et c'est incroyable, c'est déprimant et on se pose beaucoup de questions. Si vous avez des questions sur le détail, je pourrais continuer un peu sur des problèmes, je dirais plutôt philosophiques qui se fait après 50 ans en Israël. Je suis depuis 1970 en Israël. J'ai quitté la Suisse, un pays on vit pas mal. La vie, elle est bien, elle est aisée en Suisse. La communauté juive, elle est aisée. Je faisais partie de la communauté générale, pas la communauté qui correspond à ce qu'il y a à Strasbourg ou à Bâle, moins religieux, mais toujours considéré comme orthodoxe. J'ai quitté la Suisse parce que je voulais vivre en Israël, dans un État juif, à ce que ma culture soit juive et israélienne, qu'à mes enfants soient. J'ai des enfants qui ont 4 enfants, en tout j'ai 13 petits-enfants. Et on se pose beaucoup de questions. Et un de mes enfants, qui est directeur de notre usine au kibbutz Magen, qui commence maintenant à bâtir sa maison au kibbutz voisin, qui aussi a été terriblement touché, Reim. Le kibbutz Reim, c'est là où les jeunes ont fait leur grande fête, ce festival de nature ce vendredi. À côté, il y a le kibbutz Reim, où ils sont réfugiés dans ce kibbutz. Et mon fils, qui commence maintenant à construire sa maison à 4 kilomètres de la frontière, se pose des questions. Et je lui reproche rien. Il se pose des questions. Est-ce que je peux vraiment me fier à ce qu'arrive par mes enfants, aux petits-enfants, ce qui nous est arrivé à nous? Parce qu'on est dans son kibbutz, il y a des morts, il y a des maisons, des quartiers détruits. C'est moins grave que les morts. Mais je dis, ça m'inquiète que nos enfants se posent des questions. On ne s'est jamais déposé de questions. Nous, on est tous citoyens suisses, aussi mes enfants. Je n'ai jamais voyagé avec mon passeport suisse. Je suis israélien. Je suis fier de l'être. Je me considère comme israélien. Je veux être dans un État juif, pas seulement israélien. Il y a un débat en Israël. Est-ce qu'on est d'abord juif ou on est d'abord israélien? On est d'abord israélien, d'abord juif. C'est le pile-poule juif, ceux qui connaissent le pile-poule. Mais je ne me pose pas de questions. Je vais être dans un État juif en Israël, et je ne vais pas être un réfugié comme mes parents et grands-parents, arrière-grands-parents qui sont venus de l'Empire hongroise, autrichien hongroise. Je ne vais pas être un réfugié et c'est déprimant. Quand est-ce que vous avez été évacué du kibbutz? 2 ans après l'attaque, nous étions par WhatsApp, il faut préparer les valises. On a préparé une petite valise, on a pensé 1 semaine, 2 semaines. D'ailleurs, on a toujours refusé d'être évacué. On l'a une fois fait parce que notre fille, une des filles est infirmière à l'hôpital Soroka Beersheba. Elle n'a pas pu se libérer dans une guerre précédente et son mari a dû rester dans le Moshav. Alors on a quitté avec les petits-enfants en Galilée. C'était horrible d'être évacué. Et toutes les autres guerres, on est resté, on était dans notre chambre de sécurité, on a été évacué c'était comme en Ukraine. On a été un convoi accompagné par l'armée et c'est incroyable ce que j'ai ressenti, connaissant bien l'histoire juive de la génération de mon père, et d'être évacué, accompagné par l'armée jusqu'à Beersheba, et de Beersheba descendre à la mer Morte. Ça m'a... Je peux pas l'accepter d'être réfugié dans notre pays. Mon fils, un des fils est officier dans les genres, l'autre il est officier dans le renseignement. La troisième fille qui est infirmière a travaillé 15 ans au service de renseignement. On est patriote, s'est engagé au militaire, on s'est engagé dans notre travail, on s'est engagé moi dans l'enseignement comme directeur de lycée, prof à l'université. Je peux pas supporter d'être réfugié. Incroyable. Ça va pas nous priser. On retournera. On refera les kibbutz, on aidera nos voisins à Niroz. Il y a déjà des équipes de jeunes qui se sont organisées parce qu'ils se connaissent tous de l'école régionale. C'est vraiment un network entre les jeunes. Ils ont mobilisé tous les élèves de l'époque, il y a 20 ans, il y a 30 ans, pour refaire les kibbutzim. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps à refaire les lieux qui, avant tout, Niroz et Be'eri, ça va être des années. L'usine de Niroz a déjà commencé à travailler. C'est une imprimerie très fameuse en Israël. Notre usine à Magen, où mon fils, qui était officier au char et directeur,
aussi commencé le travail aujourd'hui. On veut refaire, on veut revivre comme le phénix qui descendre, refait tout. Comment avez-vous été pris en charge là quand vous êtes arrivé à la mer Morte? Ah, formidable, touriste, vraiment, c'est une telle, c'est tellement pas réaliste venant d'une région qui a été attaquée. Et là, on est touriste, on prend le petit déjeuner, on nous sert le café, le vin, et à midi, le soir, on ajoute des kilos, aller à la piscine avec l'eau salée. C'est incroyable. On a été gâtés, tout le pays est arrivé, des officiers, des services sociaux, des enfants reçus. On a tout de suite établi une école pour les enfants, des jardins d'enfants. J'ai ici ma fille avec son mari et deux enfants. Il y a des jardins d'enfants, école maternelle, tout est organisé. Un kibbutz s'organise bien. Et aussi les services des volontaires qui sont venus. Euh, mais toutes sortes de volontaires, assistants sociaux, psychologues. Aujourd'hui, le rabbin Benilau, je ne sais pas si vous connaissez, Bien sûr. que nous aimons beaucoup. Ma fille voulait qu'il fasse son mariage à l'époque, mais celle qui est infirmière, mais elle n'avait pas le temps. Alors aujourd'hui, il dit Benilau, monsieur le rabbin, vous nous devez encore le mariage de notre fille. Oui, on est gâté, mais c'est horrible. C'est horrible d'être gâté quand je sais qu'il y a d'autres qui n'ont plus de famille, plus d'enfants, la maison détruite. C'est jamais pensé en Israël. Et des proches en On était otage. sûr, et des gens en otage, oui. Jamais pensé que ça va arriver parce qu'on nous a dit, il y a maintenant l'obstacle, on peut pas traverser la frontière, le grillage est souterrain, c'est jusqu'à 60 mètres, c'est pas, ils ont pénétré à 15 endroits, ils ont arrivé à briser, avec des tracteurs, à ouvrir la frontière. Il y avait 15 entrées où ces 1200 Hamas sont entrés. Comment ça c'est possible? Deuxième question, le service de renseignement. Je demandais à mon fils qui aussi a été mobilisé, c'est toi qui as échoué. Il est maintenant mobilisé là, au service à l'armée. J'ai dit, Amir, peut-être c'est ton équipe qui est responsable de ce fiasco. Vous aurez dû savoir que dans la bande de Gaza, on mobilise des 1500 ou 2000 combattants du Hamas pendant peut-être 2 ans, ils ont été mobilisés. On n'est pas arrivé à les écouter à notre radio d'espionnage. Comment ça se fait que chez nous, on sait quand il y a un ministre iranien va à la toilette, on sait s'il va à la toilette ou s'il va à côté. On sait tout, mais on ne savait pas. On ne savait pas, c'est une question il y a des questions qui nous posent des problèmes. Comment on peut continuer à avoir des enfants dans notre région quand il y a eu de tels fiascos? C'est la catastrophe de ne pas savoir. Le service de renseignement doit savoir tout. Mais ce qui se passe à 500 mètres, à 4 kilomètres, à 10 kilomètres dans le banc de Gaza, on devait le savoir. Comment c'est tout? C'est peut-être ça, on avait trop l'habitude qu'on sait tout et on ne savait pas tout. À 3 heures, il y a l'armée qui arrive. Ça pose des problèmes. Je demande mes fils, vous continuez? Oui, on continue. Vous avez des doutes? Oui, on a des doutes. Alors, d'un côté, on veut continuer parce que c'est notre société, c'est notre cadre, c'est le cadre de nos enfants. Ils sont dans toutes les régions, dans notre région, parce que les villages sont trop petits pour avoir une école maternelle. L'école maternelle, c'est sur place, mais l'école primaire et l'école secondaire et le lycée, c'est régional. Alors tout le monde connaît tout le monde. Et les enfants ne veulent naturellement pas bouger, mais ils se posent des questions. Tous ceux qui sont proches, aussi un fils qui habite à côté de Kiryat Gat, dans un kibbutz, sa femme travaille à Intel dans la high-tech et lui travaille à Tel Aviv. Alors lui, il ne se pose pas de questions. Je suis là, on est sûr à Kiryat Gat, mais j'ai l'impression qu'on n'est même pas sûr à Tel Aviv ou Jérusalem, il y avait des roquettes. C'est vraiment un désastre qu'Israël n'a jamais connu. Je me rappelle de la guerre de Kippour. J'étais alors là 3 ans en Israël, quand il y avait la guerre de Kippour en 73. C'est pire. C'est pire que, je me trompe, notre gouvernement n'est pas fort.
notre société était beaucoup plus forte que les ministères qui auraient dû aider partout. Jusqu'à maintenant, on ne les voit pas, on voit pas. La seule chose qu'on a vue, c'était, je crois, un des ministères, je crois que c'était la sécurité sociale qui nous a téléphoné. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Et vous? Oui, c'est ça, on se pose des questions, on se pose des questions. On est Et là, par on qui est vous le avez, pays. Pardon? par qui vous avez été évacué? Par l'armée. Mais à quel moment? Samedi matin. Je me rappelle plus. Attends, c'était le lendemain. Ah, Je le crois que lendemain. c'était le lendemain dans la matinée. Ça veut dire, pas le Shabbat. Le Shabbat, ils sont Ah, venus à 3 heures, alors qu'une fois passé la nuit. Et le lendemain, ça veut dire dimanche. Dimanche, autour de 10 heures, on a été évacués par l'armée, accompagnés par l'armée jusqu'au banlieue de Beersheba. Beersheba, c'est à 40 km de la frontière de la bande de Gaza. Et là, ils ont laissé seuls. On avait chacun sa voiture, avec notre petite voiture. ah oui. Et on est allé à la mer morte. Le fameux samedi 7 octobre, quand mon fils m'a envoyé le message disant que c'est pire que tout ce que tu peux imaginer, alors j'ai dit à des gens autour de moi à la synagogue, c'est pire que la guerre du Kippur. Elle me dit, ah, tu exagères, regarde, t'étais là au moment de la guerre du Kippur. J'ai dit non. Alors elle dit, c'est pas possible. Et ça s'est malheureusement prouvé par des multiples et des multiples de faits. Euh, il faut dire qu'il y a eu un investissement de la population de façon extraordinaire au niveau de la réaction et au niveau de l'aide. Je vois, par exemple, hier à Ranana, j'ai une nièce qui s'est occupée d'organiser, entre autres, un mariage qui devait avoir lieu autour d'Otef Haza, près de Gaza, et qui a été reporté. Et donc, ils ont organisé le mariage hier après-midi, hier soir à Ranana. C'est ma fille, hein. Je sais. Il y a également des repas qui ont été organisés pas plus tard que la semaine passée. Toujours la même nièce a organisé avec ses amis des repas pour 100 personnes pour l'unité de mon fils qui se trouvait du côté d'Ashkelon. Aujourd'hui, elle a aussi livré sur une base des schnitzel pour je ne sais combien de soldats. Et il y a un investissement de la population de façon générale. Oui, c'est ça qui est quand même, c'est ça qui est quand même rassurant. Ah, c'est rassurant parce que la population, je me rappelle encore d'une conversation que j'ai eue avec mon gendre, et il m'a dit, tu sais, aujourd'hui, la jeunesse, c'est pas ta génération, c'est même pas la génération de ton fils. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. C'est la vie facile, c'est la vie aisée, grand salaire, les voyages à l'étranger. L'engagement pour le pays, ça ne l'intéresse pas. Lui, il est très patriote, il est archéologue et il fait les puits à Shiloh. Je ne sais pas si ça vous dit l'endroit, le sanctuaire de Shiloh, dans la Samarie. Et il quitte notre région de la bande de Gaza chaque matin à 4 heures du matin pour arriver à 7h30 à Shiloh. Il est archéologue, très patriote. Et il me dit, tu sais, la génération, je ne suis pas sûr qu'elle va être comme ta génération et comme même la génération de ton fils qui est officier, je ne suis pas sûr. Et je dis, mais tu sais, notre kibbutz, tous, ils s'engagent. Non, les kibbutz, ça ne veut rien dire. Regarde à Tel Aviv, c'est la belle vie, c'est la fête. Mais ce n'est pas sérieux. Et je dois dire, ça a été très, très sérieux. Je n'ai jamais vu un engagement pareil. Ce que Michel raconte, vraiment des repas et des engagements et partout dans les carrefours. J'ai dû aller à Beersheba, j'étais à Beersheba en enterrement, partout. Tu as les kiosques que les gens ont établis avec le manger, avec tout ce que vous voulez. Prenez tout. Et il y a un engagement militaire. Et des jeunes qui sont retournés de l'étranger. J'ai jamais pensé qu'à une telle échelle, un tel nombre de jeunes qui retournent pour s'engager, l'impression que le peuple juif sente que c'est sérieux. C'est pas une petite guerre de Galilée, c'est sérieux. Cette fois, le destin du peuple juif dépend de l'engagement de tout le monde. Et j'ai l'impression, c'est ce que j'entends de mes amis à l'étranger, et vous êtes en France,
que les Juifs se rendent compte que c'est sérieux et c'est crucial. Ça veut dire qu'il faut gagner la guerre, absolument. C'est Israël. Israël, c'est à mon avis, c'est la police, je dirais, ça rassure le peuple juif. Si Israël est en danger, aussi le peuple juif est en danger. Si le peuple juif est en danger, Israël doit être prêt pour s'engager. Et j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu et que les gens se rendent compte que c'est sérieux. Comme tu disais, Michel, ton fils t'a dit c'est sérieux, c'est pire que tout ce qu'on a vu. Oui, c'est pire que tout. Aussi le choc que ça n'a pas marché au début, ça n'a pas marché avec l'armée, avec leur service de renseignement. On ne savait pas ce qu'il y a dans la bande de Gaza. On se pose des questions comme ça. Je m'imagine qu'il va y avoir des commissions d'enquête qui vont s'occuper à rechercher les documents et voir comment ça nous est arrivé, comme la guerre de Kippour, qui avait une commission d'enquête, à mon avis. J'étais pas content des résultats, mais je suis pas spécialiste. Ils ont blâmé l'armée au lieu de la politique. C'est un peu, à l'époque, c'était la politique qui est responsable, Golda et Dayan, et pas l'armée. Mais cette fois, il va y avoir une commission d'enquête, ils vont vérifier, ils vont chercher la vérité. Mais l'engagement de la population, de la jeunesse, mais de tout le monde est impeccable. Vraiment, le peuple juif, dans l'heure de l'engagement total pour son identité, pour sa souveraineté, pour sa défense. Juste avant cette Oui, émission. j'ai une question là. Pardon? Une question pour Monsieur Vas-y, Martin. vas-y, Elie. Voilà, bonjour. Je m'appelle Bonjour. Elie, je vis en France, à Mulhouse. Voilà. Et je voulais vous dire d'abord qu'on partage avec tout le peuple d'Israël la peine qui nous est tombée dessus. Voilà. Et qu'on essaye chacun, par la mesure de ses moyens, là où il est, pour essayer de soutenir, bien sûr, nos familles, parce que tout le monde a de la famille en Israël. Bien Voilà. sûr. Et tout le peuple d'Israël. Ma première question, c'est la résilience, ça veut dire comment le peuple d'Israël arrive à une hardoute comme ça. Voilà, moi je peux vous le dire parce que j'ai vécu il y a quelques années déjà la guerre de Kippour. Voilà. Ah oui. Donc je sais très bien comment c'est cette hardoute. Et tout de suite, quand j'ai vu, et je suis en relation avec mes anciens amis qui ont fait la guerre avec moi, etc., et on voyait tout de suite, et je les voyais dans les forums, comment ils se bagarraient les uns et les autres par rapport à la loi, etc. Et tout de suite, en moins de... J'avais même un copain qui était avec moi, il était comme vous dans un bunker, et il nous disait, je les entends tirer dehors, voilà, mes amis, peut-être je suis foutu, etc. Vous voyez, donc on vivait, enfin, moi j'ai vécu ça quasiment en direct. Moi, bien sûr, je n'étais pas là pour défendre qui que ce soit, malheureusement, cette fois. Donc, pour vous dire que cette hardoute, je l'ai senti tout de suite, et je ne me suis fait aucun souci de ce côté-là. Et là, vous confirmez cette impression de départ. Concernant la sécurité, donc, bien sûr, c'est pas nous qui allons fixer qu'est-ce qui s'est passé, où c'est qu'il y a des fachlottes, etc. Donc, je suis venu un petit peu en retard. Vous êtes bien au kibbutz Magen, c'est ça? C'est ça, c'est juste. 4 kilomètres à la frontière en face de la ville arabe Khan Younis, qui est au sud de la bande de Gaza. Je connais bien Gaza. Je n'ai pas trouvé à Gaza. Et moi aussi, je connais chaque village dans la bande de Gaza. Voilà. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Malheureusement, c'était une autre époque. Je voulais vous dire d'abord, deuxième point que je voulais vous dire, par rapport à la sécurité. Vous avez dit, bien sûr, c'est un point de détail, mais moi, ça me travaille. Vous dites qu'il y avait une colline, un petit, voilà, et vous aviez une Tatspit. Voilà. Mais est-ce qu'il y avait tout le temps une Konenout? La Kita de Konenout, elle était pas fonctionnelle. Il y a eu des alertes. C'est-à-dire quelqu'un vous a dit il se passe quelque chose. Vous avez entendu, je ne sais pas moi, des tirs parce qu'ils ont bombardé. Et voilà. Donc, comment la Kita de Konenout, elle s'est mise en place aussi rapidement? Je commence par notre équipe. Notre équipe a été considérée comme des fous, mais des fous. Quelquefois même un peu ridicules, des fanatiques, qui pendant 20 ans ont préparé cette journée. Mais le responsable que vous avez peut-être vu à la télévision, Baruch Cohen, comme vous, mais pendant 20 ans, il a formé cette équipe, il a fait des exercices, comment on attaque le kibbutz. Et je pourrais dire que sur cette colline, il y avait presque toujours quelqu'un.
Même les gens qui n'étaient pas de cette équipe, la colline, c'était la sécurité, voire sur les villages de la bande de Gaza Sud, jusqu'à Khan Younis, la ville, qui est presque proche de la frontière, il y a encore Rafah, il y a toujours quelqu'un, et si en cas il y a quelque chose qu'on soupçonne, il y a tout de suite un téléphone à notre équipe. Ça veut dire tout à fait par hasard, un des jeunes de cette équipe, qui était mon élève il y a 25 ans, était sur cette colline pour fumer une cigarette. Peut-être sa femme ne lui permet pas de fumer à la maison. Elle est montée sur la colline, a fumé sa cigarette, et tout de suite, tout à coup, il voit les motos qui arrivent. Les motos qui arrivent et les voitures. Il téléphone à toute l'équipe et il a observé comment ces motos s'approchent du kibbutz et ne pénètrent pas le kibbutz du côté de la bande de Gaza, qui font le tour à l'entrée du kibbutz qui se trouve tout juste à l'autre côté. Pas du côté de la bande de Gaza, mais derrière le kibbutz. Et là, à l'entrée du kibbutz, il y avait toute cette équipe de 15 avec leurs mitraillettes qui sont arrivés à abattre les combattants du Hamas. Je dis de la chance. Je m'imagine qu'à partir de maintenant, on va pas avoir une équipe de sécurité de 15 personnes, mais peut-être de 30 personnes. Parce qu'il y avait des kibbutzim, il y avait les 15 de cette équipe, et il y avait 100 combattants du Hamas qui ont pénétré, et il y a des combattants qui ont tiré jusqu'à ce qu'ils avaient plus de munitions. Et je m'imagine que ça va changer, que ça va être plus sérieux. J'ai aussi l'impression que l'État va prendre cette affaire d'équipe de sécurité de tous les moshavim, kibbutzim, les villages, même aux villes, va être plus au sérieux. Une espèce de gare civile. La première question que je vais poser est beaucoup plus compliquée. La ardout, l'unité. L'unité et la solidarité. Je me rappelle encore en Suisse les débats avec mes parents quand j'étais au mouvement de jeunesse. J'étais au Habonim. C'était un mouvement international de jeunesse sioniste lié au Parti socialiste Mapai. Après, je suis allé à la Shomer plus de gauche. J'étais gauchiste. En 68, j'ai lancé les pavés sur les CRS à Paris. Ça me fait beaucoup de plaisir. Je lui dis, ça me semble idiot, mais à l'époque, je l'ai fait. Et je demandais à mes parents, pourquoi vous ne vivez pas en Israël? Un juif doit être en Israël. J'étais un mouvement sioniste, engagé, enthousiaste. Pourquoi vivre pas en Israël? Et mon père me disait comme ça, je travaillais beaucoup avec les Israéliens pour mon boulot. Je suis le seul juif au travail. Mais tu sais, travailler avec les Israéliens, c'est impossible. On ne peut pas travailler avec eux. C'est la guerre. Mon père était dans l'imprimerie, dans les clichés. Il a fait plusieurs albums d'Yigal Yadin et d'archéologie. Il a reçu les photos et les a préparés à l'impression. Et là, il a travaillé avec une boîte à Levin Epstein à Ramat Gan, avec une autre boîte à Arkabi. Il me dit, on ne peut pas travailler avec les Israéliens, c'est impossible de travailler avec les Israéliens. Il y a un qui triche l'autre, il y a le troisième qui parle de l'autre derrière son dos. On ne peut pas travailler. Je ne peux pas travailler. Je préfère travailler avec 200 goïs et après être enterré au cimetière juif que travailler avec les Israéliens. Je ne peux pas travailler avec les Israéliens. Bon, d'accord, je suis arrivé en Israël, je me demande, peut-être il y a un peu raison. Ça veut dire la solidarité en Israël, quand il y a des dangers, elle est absolue. Entre gauche et droite, entre laïcs et religieux, même les ultra-orthodoxes, il y a une solidarité absolue. Mais au moment où il n'y a pas de guerre, on retourne à être les juifs du débat. Et ça marche pas, ça marche mal. Et je m'imagine qu'aujourd'hui, le choc est tellement grand que cette solidarité va être beaucoup plus grande que ce qu'elle a été auparavant. Pendant la guerre de Kippour, je l'ai vu, ça a pris des mois, ça a pris même 1 an, 2 ans jusqu'à ce qu'on s'est remis de cette guerre de Kippour. Je m'imagine aussi que là, comme c'est très grave ce qui est arrivé, et il va y avoir encore des problèmes très graves parce que le pays est déchiré entre gauche et droite. Gauche et le centre, je dirais, et la droite, elle est déchirée pour cette réforme du système judiciaire. C'est d'ailleurs sur ce sujet qu'est fait il y a 30 ans mon doctorat, sur les rapports entre la Cour israélienne de l'État et les autorités religieuses. C'est devenu très actuel, mon doctorat.
Et je vois que la société, j'ai déjà vu il y a 30 ans, que la société est déchirée entre religieux, orthodoxes, entre laïcs et libéraux. La population est déchirée. Moi, j'ai participé aux manifestations. Je ne suis pas de gauche, mais je me considère comme centre. Pour beaucoup de gens, le centre est considéré comme gauche. Mais la solidarité est absolue en ce moment. Et je suis heureux. Je suis heureux qu'elle soit absolue. Et j'espère qu'on va ouvrir un dialogue, qu'on va réparer les rapports entre les 5 tribus, comme disait l'ancien président Rivlin. Il y a en Israël 5 tribus. Il y a les laïcs, progressistes, libéraux, laïcs. Il y a les religieux de droite. Il y a les arabes. Il y a les orientaux qui sont traditionnels, très souvent identifiés au parti Likoud, qui votent beaucoup de la population originaire du Maroc, d'Afrique du Nord et d'autres pays de l'Orient. Et ces 5 tribus doivent établir, je dirais, une nouvelle plateforme, une base commune pour pouvoir continuer à vivre. Les laïcs ont l'impression d'être exploités par les orthodoxes. Les orthodoxes ont peur que cet État va être trop laïque et va se distancer et s'éloigner de sa base juive. Et le programme des religieux, je dirais, religieux nationaux est un programme messianique basé sur la Torah du rabbin Kook et avant tout du fils du rabbin Kook avec les territoires. Là, on va arriver au Messie par établir le grand Israël et faire revivre la Torah comme la loi de toute la société. Je crois que ces tribus vont devoir refaire leur contrat social, leur contrat national pour vivre en Israël et j'espère que ces dialogues soient possibles. Et être optimiste, je connais bien le peuple juif. Je crois même dans la Shoah, les Juifs se sont encore disputés. Mais on se dispute, c'est bien. Mais probablement, quand on se dispute trop, ça devient dangereux. J'espère qu'on va pouvoir refaire notre base pour toutes les tribus d'Israël. Je parle de tribus parce que je trouve que ça fait presque tribu. On fait partie de cette tribu qui pense 1, 2, 3, 4, une autre tribu qui pense A, B, D, C, et très souvent on participe automatiquement à cette tribu, et pas parce qu'on a fait établir les faits, faire une analyse. On fait partie de cette tribu, alors on vote ça et ça. Oui, les 2 questions étaient importantes. Merci beaucoup. En tout cas, avec grand plaisir. Comment vois-tu la suite de ce qui se passe actuellement par rapport aux otages, par rapport aux problèmes psychologiques qui va se poser, pas seulement aux victimes directes, mais tout le pays finalement qui est un petit peu malade psychologiquement de ce qu'on a vécu, même si je n'ai pas vécu directement la guerre, mais l'angoisse d'avoir Oui, des tout fils le à monde l'a l'armée. vécu. On a un fils à l'armée, on a une fille à l'armée, on est dans un village proche de la frontière, non, tout le monde est là-dedans. Tout d'abord, le phénomène des prisonniers, c'est un phénomène que j'ai beaucoup étudié dans le Talmud. Il y a des débats très intéressants dans le Talmud, dans le tract de Gittin, ça commence dans Gittin, parce que ça a à faire avec les divorces. Le début est très intéressant dans le Shulchan Aruch et chez Maimonides. J'ai fait tout un livre d'études juives à ce phénomène de prisonniers qui est très intéressant parce que le judaïsme a toujours été confronté avec le phénomène de prisonniers et otages et sauver les otages. Il y a un grand débat en Israël qui a déjà commencé. Est-ce qu'il faut faire la guerre contre le Hamas et prendre en considération qu'il y a 200 otages qui peut-être risquent leur vie quand il y a une guerre totale entre Israël et le Hamas, ou il faut d'abord libérer les otages et après faire la guerre. Ce débat a éclaté il y a 2 jours. Maintenant, avec le retour de 4 personnes, 2 Américaines et 2 qui n'ont pas de double nationalité, que je connais d'ailleurs très bien ces 2 femmes, mais aussi leurs maris et les enfants. Et le débat a éclaté et le débat va être... il faudra prendre des décisions.
est-ce qu'on risque la vie de ces otages? Et c'est horrible à le dire, parce que on a toujours fait tout. On a payé 1300 terroristes pour avoir Gilad Shalit, 1050 terroristes, que eux d'ailleurs ont renforcé énormément le Hamas. C'est un débat très dur. Je ne voudrais pas être à la place des responsables. J'ai suivi l'affaire de Gilad Shalit. 5 ans, ce jeune soldat était dans la prison du Hamas. C'est horrible pour les parents, c'est horrible pour lui, mais il y a 200, plus que 200, des bébés, des vieux, des malades, des enfants handicapés. C'est incroyable. Moi, personnellement, je n'ai rien à faire avec la politique. Je dirais il faut d'abord tout faire pour les libérer. C'est la tradition juive. Il faut tout faire pour les libérer, même s'il faut retarder la guerre pour plus tard. Envoyer les soldats à la maison qui ont été mobilisés comme le fils de Michel, sauver les otages, tout faire, sauver les otages, et après il faut faire la guerre. Il faudra faire la guerre, je suis sûr, mais c'est pas ma responsabilité, je dirais. Moi, je pense toujours à tous ceux qui ont des proches dans le monde de Gaza. Il faut tout faire pour les sauver. C'est notre devoir, c'est notre histoire. Mais deuxièmement, il faut aussi abattre le Hamas. Horrible, horrible ce dilemme. Mais le dilemme juif est toujours horrible. Y a-t-il d'autres questions? Ceux qui veulent poser leurs questions par écrit peuvent... Mais Martin, il est vraiment question de la survie du peuple juif, là, hein, parce qu'on a attaqué des juifs parce qu'ils étaient juifs. Absolument, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, parce qu'ils étaient juifs. Ils ont été massacrés. D'ailleurs, j'ai vu on ne publie pas tout en Israël, mais j'ai vu des films que le Hamas a fait, qui... c'est le souvenir de Babillard. C'est les fossés de Babillard. J'ai vu des films et je demande à cette femme, arrêtez de m'envoyer des films, je ne veux pas les voir, c'est mes élèves. C'est Babillard. C'est pas Auschwitz, mais c'est Babillard. C'est bien simple. C'est horrible, c'est parce qu'ils étaient juifs, il n'y a aucun doute là-dessus, parce qu'ils étaient juifs, on ne veut pas les voir. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je vois en diaspora, quand je vois que des profs d'études civiques près de Paris, proches de Paris, ont été capités parce qu'ils ont dit à l'école quelque chose contre Mohamed. Oui, c'est un peu partout, mais pour nous, c'est parce qu'on était juifs. C'est pas Charlie Hebdo. Oui. C'est juif. C'est juif. Il faut absolument éradiquer le Hamas, mais est-ce que tu penses qu'une guerre terrestre, est-ce qu'on a de la chance de gagner une guerre terrestre? Parce que nous sommes quand même en nombre, au point de vue soldats et réservistes, pas très, très important, hein? Si. Oui, vous savez, tout d'abord, je ne suis pas spécialiste. Pendant 10 ans, j'ai fait service militaire dans la bande de Gaza. Ça veut dire 1 mois par année, j'ai été convoqué pour faire le service militaire. Et c'était pendant 10 ans, j'étais dans la bande de Gaza et j'étais à Khan Younis, dans la ville de Khan Younis, une grande ville sud de la bande de Gaza, comme soldat. Et j'étais aussi chez les colons à Gush Katif, cette implantation de 6000 juifs qui étaient au sud de la bande de Gaza, proche de la frontière égyptienne. Et à Gush Katif, j'étais soldat aussi à Khan Younis. Et après, j'étais à Gush Katif. Et je connais bien la bande de Gaza. Du nord de la ville de Gaza, je connais tous les quartiers desquels on parle. C'est 2 millions de personnes. On peut pas vaincre une population de 2 millions de personnes. On a essayé une fois, une deuxième fois à Moudana, mais encore une fois, chaque fois avec plus de violence. Et c'est un peu le système israélien. Ce qui ne va pas avec la force ira avec encore plus de force. Et ce qui ne va pas avec encore plus de force ira avec encore plus de force. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la solution. Et si on peut vaincre le Hamas, oui, on peut
on peut faire la conquête de la bande de Gaza. Elle était pendant 20 ans sous notre contrôle. À mon avis, c'est impossible d'avoir le contrôle sur une population de 2 millions de personnes. 2 millions de personnes, c'est faut pas, c'est impossible. On est aussi une armée limitée de gens. Ça suffit déjà les territoires qu'on a en Judée et Samarie pour s'imposer là et donc s'imposer à la bande de Gaza. Je ne sais pas quelle est la solution. Je ne vois pas de solution. L'Égypte n'en voulait pas non plus. Pardon? L'Égypte n'en voulait pas non plus. Non, ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est. Ils ne veulent pas naturellement, ils ne veulent pas un seul. Si on avait demandé la question, est-ce qu'il y a une solution entre Français et Allemands? On aurait posé la question il y a 100 ans. Est-ce qu'il y a une solution pour le conflit entre la France et l'Allemagne? C'est un conflit qui a commencé à l'an 843. Vous connaissez bien l'histoire française. Oui, Vous voyez, ça a commencé en 843 et ça s'est terminé en 1945. Ça veut dire 1102 ans. Il y avait le conflit entre la France et l'Allemagne. Il y avait les accords de Locarno en 1925. C'est peut-être l'échec qu'Israël a eu avec les accords d'Oslo. Locarno, c'était l'échec de la France envers l'Allemagne, après avec Hitler. Alors, quelquefois, je fais des blagues là-dessus, avec l'humour dur, et je dis, les Français et les Allemands, ils ont pris plus que 1000 ans à résoudre leurs problèmes. Nous, on fera ça en 700, 800 ans, et je suis optimiste. Non, je ne suis pas optimiste. C'est une mauvaise blague à comparer entre la France et l'Allemagne, parce que c'est plus compliqué chez nous. Il n'y a pas un vrai conflit entre France et Allemagne. C'est pas l'Alsace et la Lorraine, c'est des prétextes. L'Alsace et la Lorraine, mais chez nous, il y a un conflit, parce qu'il y a le peuple palestinien, des Arabes qui sont dans notre pays au million. Il y a des Juifs qui sont dans notre pays au million. Les deux prétendent que c'est à eux. Il y a un débat talmudique, qu'est-ce qu'on fait avec un talit? Il y a un débat entre deux Juifs pour avoir le talit. Vous savez la solution. Shnaim ochsim betalit, achad omer sheli, achad omer sheli. Et quelle est la solution? Yachloku. Ça veut dire ils vont couper le talit. Mais qu'est-ce que ça vaut un talit coupé? Alors, il n'y a pas de solution. À mon avis, il n'y a pas de solution. Et je dirais, comme Sartre, à la fin de Huis clos, la dernière phrase de Huis clos de Jean-Paul Sartre, c'est « continuer ». Oui, on va continuer. On ne va pas abandonner. On ne va pas renoncer. On va continuer. J'espère avec des dirigeants raisonnables qui analysent bien la situation. Il faut être optimiste. Je ne sais pas. Il y a des gens qui pensent qu'on peut jeter les Arabes dans la mer ou dans le désert. Et les Arabes qui pensent qu'on peut jeter les Juifs dans la mer ou dans le désert, plutôt dans la mer. Ils retourneront en Pologne. Il n'y a pas un Juif qui retourne en Pologne. Ma femme ne retournera pas à Damas et moi je ne retournerai pas à Zurich. Oui, Alain. Je voudrais poser une question. Oui, bien sûr, Françoise. Oui. C'est Josiane. Je voudrais de Mulhouse. Donc, Josiane. Ah, de Mulhouse. De Mulhouse, oui, Josiane. Il y a ma photo. Voilà. Je voudrais vous demander, on a entendu ici, en France, que les attaques du Hamas sur les kibboutz avaient été facilitées par des renseignements donnés par des employés, des ouvriers de Gaza qui travaillaient dans les kibboutz et qui ont ainsi renseigné. Est-ce que renseigner... J'ai aussi entendu ça. D'ailleurs, les ouvriers qui sont entrés travailler en Israël, il y avait toujours un début, si c'est justifié de laisser entrer des ouvriers, on a préféré les ouvriers de Thaïlande, les Thaïlandais. Mais quand il n'y avait pas de Thaïlandais et quand le gouvernement voulait un peu rendre la situation un peu moins tendue avec la vente de Gaza, alors on laissait entrer des ouvriers chez nous. Je suis sûr que c'est absolument possible parce que le Hamas avait le contrôle sur ses ouvriers. Je me rappelle qu'à l'école, à l'époque, quand il y a la première intifada,
on avait un arabe qui travaillait chez nous dans le service de l'école, l'entretien de l'école. Et quand la intifada a commencé, la première, il venait pas au travail. Et après 5 jours, il est arrivé au travail avec les mains complètement brisées, avec des fractures partout, plein de sang. Et il nous disait, on demande, Khaled, qu'est-ce qui arrive? Il dit, les gens du Hamas ne veulent pas que je travaille chez les Juifs. Ça veut dire, je suis sûr que le contrôle du Hamas sur les ouvriers est total, comme tout est total du contrôle du Hamas sur la population, l'éducation des jeunes, les mouvements de jeunesse, les camps militaires et le contrôle. Et c'est sans doute probable que des ouvriers qui étaient des agents du Hamas, qui ont travaillé dans la cueillette des fruits, et qui ont travaillé dans les moshavim, dans les kibbutzim, il y avait moins, parce que les kibbutzim, ils n'ont pas besoin tant de main-d'œuvre, parce que les kibbutzim, c'est l'agriculture des champs, les cueillettes et le maïs, c'est des tracteurs et des combines, tandis que dans les moshavim, il y a les serres, et les serres, les tomates, les concombres, les aubergines, ça, c'est très important d'avoir pour un certain moment beaucoup de main-d'œuvre. Et je m'imagine que parmi ces ouvriers, ces centaines de milliers d'ouvriers qui sont entrés dans le pays partout, il y avait des collaborants, je suis sûr. Et elle nous a reproché parce que les kibbutzim et le gouvernement, ça ne va pas trop, ceux ils sont de gauche et les autres sont de droite, qu'il y a des gens du kibbutzim qui ont collaboré avec ces gens, c'est naturellement fou. Personne ne se suicide pas. Impossible, impossible. Impossible, on ne se suicide pas, mais c'est sans doute possible qu'ils avaient des renseignements, il y avait des photos qui sont faites avec leur avion, sans pilote, ils ont fait des photos j'ai vu une photo en arabe sur le kibbutz Saad. C'est le kibbutz qui est vraiment très proche, le kibbutz religieux, très proche de la frontière de Nahal Oz, Gaza. Ils savaient tout, ils savaient dans chaque endroit les maisons, quelle famille est là-dedans, ils savaient tous les détails là, la route pour rentrer, la porte derrière, le portail de devant. Ils savaient tout, ils étaient très bien informés, et sans doute avec les collabos. Oui, les ouvriers qui venaient de la bande de Gaza, qui fournissaient les renseignements au Hamas, sans doute. Peut-être sous la torture ou sous la... Tout est possible. Tout est possible. Notre Khaled était là avec lui chez l'infirmière. Ils ont dit à l'hôpital, je ne peux pas aller à l'hôpital à Beersheba. Ils m'ont me tué quand je retourne à Gaza avec un service à Beersheba. Alors on a fait quelque chose de provisoire et le retour à la bande de Gaza, on n'a plus rien entendu de Khaled. Mais je m'imagine qu'il est resté invalide toute sa vie. C'est la torture, là, c'est la terreur contre la population et contre nous. C'est pas la Croix-Rouge. Oui, à votre disposition. Une autre question? Oui. Oui, vas-y, Françoise. Oui, j'aurais aimé savoir, Martin, je suis bouleversée par ce que vous nous expliquez, vous nous racontez, ce que vous avez vécu, et avec tellement de pertinence, de finesse, comme toujours d'ailleurs. Ce que j'aurais aimé savoir aussi, c'est ce que vous percevez par rapport à toutes ces démarches politiques, diplomatiques, des présidents Biden, des différents chefs de gouvernement et notre président Macron qui est encore en Égypte à l'heure qu'il est, je crois. Tout d'abord, je dirais, dans notre cadre, je suis méfiant. Je suis méfiant. Comme disait De Gaulle, la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Et c'est le seul qui a dit la vérité. Si nous avons une importance pour ces pays, ils vont s'en occuper. L'Amérique a ses intérêts dans le Proche-Orient à établir un axe contre l'Iran, un axe de l'Égypte, la Palestine, Israël. Je suis méfiant. Ça veut dire, si on peut leur rendre service à ces pays, ils vont s'engager au moment où ça les intéresse eux-mêmes. Mais pas pour nous. Il n'y a pas d'amis. On n'a pas d'amis.
Si De Gaulle a dit ça pour la France, alors je dirais Kal Vachomer, comme on dit dans le Talmud. C'est évident que pour nous, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié. Il y a des intérêts. Et Israël doit cultiver ses intérêts. C'est quelquefois très problématique parce que nous sommes, par exemple, devenus les ennemis de l'Arménie. Pourquoi nous sommes devenus les ennemis de l'Arménie malgré la Shoah, l'Holocauste arménien, je ne sais pas, l'Holocauste, le massacre d'1,5 million d'Arméniens, mais on est devenus les ennemis de l'Arménie parce qu'on est les amis du Azerbaïdjan. Et pourquoi nous sommes les amis du Azerbaïdjan? Parce qu'ils sont les voisins de l'Iran. Ils sont les voisins de l'Iran. Et si nous voulons un jour nous battre contre l'Iran, il nous faut avoir l'amitié de l'Azerbaïdjan. Alors nous sommes devenus les amis de l'Azerbaïdjan. Nous fournissons des armes dures à l'Azerbaïdjan à faire la guerre contre l'Arménie. Et je suis choqué, mais c'est la réelle politique. Et il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts. Et c'est dur. Je ne suis pas heureux d'être ami de l'Azerbaïdjan. Mais je veux vivre. Et je sais qu'un jour, il y aura la guerre entre l'Iran et Israël. Il faut être prêt. Et si on a entre-temps la possibilité d'avoir nos avions dans des bases de l'Azerbaïdjan contre l'Iran, je dis oui, c'est le prix. C'est sale. Je sais tout ce qu'on vend au Azerbaïdjan. On vend tout ce qu'on peut vendre à l'Azerbaïdjan pour être ami de ce pays. C'est la même chose pour la France, pour les États-Unis. Il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts. Je ne crois pas. Le discours de Biden, ça me touche beaucoup, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des intérêts américains dans le Proche-Orient. Ils nous ont abandonnés depuis la fondation de l'État jusqu'après la guerre de 6 jours. La France nous a abandonnés après la guerre de 6 jours avec le peuple sûr et dominateur et toute cette saloperie de De Gaulle. Et oui, la politique est sale, la politique est dure, mais on n'a pas le choix. On n'est pas l'Amérique, on n'est pas la Russie, on dépend des amis, il faut se faire des amis avec les intérêts. Et d'ailleurs, on dépend, à mon avis, beaucoup plus des États-Unis qu'on veut savoir en Israël. On dépend des États-Unis. Même chaque guerre, on reçoit la munition des États-Unis après 1 semaine, après 3 jours, c'était pour la guerre de Kippour. Elles sont aussi maintenant. Il y a déjà des envois d'armement des États-Unis parce qu'on joue un rôle dans le système global de défense des États-Unis. C'est dur, c'est triste, c'est pas politiquement correct, c'est pas humaniste. Mais un jour, le philosophe Leibovitch, israélien, juif, orthodoxe, presque haredi, gauchiste, un jour, il dit, Leibovitch dit, si on veut être cosmopolite, laïque, humaniste, universel, alors on est mort. On ne peut pas vivre avec tout cet humanisme. Et je suis triste à le dire, mais c'est la vérité. Faut pas. C'est la vérité, oui. Alors Macron était ici. Voilà. D'autres questions? Bon, écoutez, on va clore ce Zoom. Merci Martin pour ton intervention. Oui, je vous remercie. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus à d'autres rencontres sur l'Alsace. Absolument. Il y avait à l'époque la série sur les synagogues Tout et à fait. le judaïsme alsacien avec Rosarno. Je regrette qu'il n'y a plus, c'était toujours sympa. Encore une synagogue et encore un cimetière et encore une histoire, la Maison Bleue à Breisach. Oui, c'était sympa. En tout cas, merci beaucoup. Ça continue, Martin. Pardon? Je vous rassure, ça continue, les histoires de synagogues, de cimetières, la Maison Bleue. J'espère, c'était très sympa à apprendre. J'ai commencé à connaître l'Alsace uniquement après mon départ pour Israël. Je suis tombé amoureux de ce pays et aussi de ce judaïsme.
j'ai traduit la liste du site du jugement, Alain Kahn le sait, la liste de tous les combattants alsaciens dans la Deuxième Guerre mondiale, j'ai traduit en hébreu pour les Israéliens, pour qu'ils savent ce que c'est le judaïsme alsacien, ce que c'est l'Ossé, ce que c'est les éclaireurs, j'ai traduit en hébreu. Vraiment. Tu peux nous l'envoyer, le mettre en ligne? J'ai envoyé à Alain, si je suis chez moi, j'ai envoyé à Alain la traduction, tu peux le mettre en ligne pour les Israéliens. Ouais, voilà. Et quelquefois, je raconte aux Israéliens ce que c'est cette. Oui, c'est ce judaïsme alsacien, c'est quelque chose d'ailleurs tout à fait différent du judaïsme suisse. Qui connaît le judaïsme suisse, c'est tout à fait différent, vraiment pas à comparer, malgré qu'il y a le français, qu'il y a l'allemand, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Il y a beaucoup de juifs alsaciens qui sont arrivés en Suisse. Les juifs suisses de ces deux villages, Endingen et Lengnau, et c'était tous alsaciens. Oui, c'était tous parce que la Confédération suisse a permis seuls les mariages avec des juifs alsaciens, avec les juifs de ces deux villages, parce que les autres juifs ils sont dangereux pour la Suisse, les Allemands, les Français, alors on l'a laissé avec les Bloch et les Guckelheim, mais on a permis. Oui, les Cannes, je les connais tous. Parce que chez nous, on appelait ça, nous, on est la couche des réfugiés. On a dit, ça, c'est les nobles, les juifs nobles de la Suisse, c'est les deux villages, et c'est les Alsaciens. Alors, nous, on était les prolétaires. On était les prolétaires, les réfugiés qui venaient de l'Est. Voilà. Je vous remercie beaucoup à votre attente. Merci à vous. Merci beaucoup dans d'autres conditions. Oui. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Zoom sera partagé plus tard sur notre page Facebook et tu le Très regardes. bien. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci. On est de tout cœur avec vous. Merci. Que Dieu vous protège. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.